Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 19e numéro de votre émission 52 minutes chrono. On reviendra comme chaque lundi sur les faits marquants de l'actualité sportive de la semaine, à commencer cette fois-ci par cette grande performance réalisée par l'espoir de la natation algérienne Jawad Seyoud qui enregistre la meilleure performance mondiale de la saison sur le 200 mètres 4 nages. On parlera également athlétisme avec cette performance de SL Teleki qui réalise 16 mètres 95 au triple saut du meeting de Paris. C'était hier dimanche. Et puis le tennis également au menu de ce 19e numéro avec la Fédération algérienne de tennis qui met en place un programme en prévision des Jeux méditerranéens d'Oran. On aura également un portrait d'Inès Ibou, la tenniswoman championne algérienne. Et puis sans oublier, comme chaque lundi, les trois sports collectifs, basket, volleyball et handball, tout cela avec nos invités, notre consultant de maison qu'on retrouve avec grand plaisir, comme chaque lundi, Nordine Hani. Bonsoir Nordine. Bonsoir Mokhtar, un plaisir qui est tout le temps partagé. Bonsoir à tous. Et puis je constate qu'on a quand même des jeunes espoirs qui sont en train de faire de bons résultats. Donc bravo à Jawad. On va commencer avec ces grands résultats. Le temps de souhaiter la bienvenue. On n'oublie pas Benchadli, Niad Benchadli. Qui a réalisé une excellente performance la semaine dernière. On est en famille aujourd'hui ? Je pense que oui. Avec un habitué, Sid Ali Boudina, qui nous fait le plaisir, vice-champion du monde. C'était la semaine dernière en aviron. C'était en salle. Sid Ali, bienvenue et félicitations pour ce joli titre. Déjà. Bonsoir Mortal, bonsoir aux chers téléspectateurs de 52 minutes chrono. Ouais, merci pour bonsoir. cette invitation. On revient d'une semaine assez chargée entre les championnats du monde et les championnats d'Algérie à Oran. Oui. Résultats assez satisfaisants. Ça confirme la forme du moment, donc Voilà, c'est tout bien. Et à chaque fois que tu réalises un excellent résultat, tu reviens pour en parler sur le plateau de 52 chrono. Et c'est un plaisir pour nous d'ailleurs. Le plaisir également de retrouver Sid Ahmed Bouraïb, comme chaque lundi, notre collègue qui est présent sur le terrain, et également sur le plateau de 52 chrono. Sid Ahmed, bonsoir. Un plaisir également d'être avec vous. Bonsoir. Et avec les deux Sid à côté. Il est élégant aujourd'hui. Il est élégant aujourd'hui, comme chaque lundi. Hein. Voilà, donc on va commencer par... c'est le 7 aujourd'hui. Hein. Demain, on dira bonne On fête à toutes les dames. On laisse ça pour la fin. On laisse ça pour la fin, bien évidemment. On va souhaiter une heureuse journée de la femme. Ça sera le 8 demain. Mais avant cela, on va parler de l'actualité. Hein. Et cette excellente performance de Jawad Seyoud, qui fait partie de l'équipe d'Olympique Nice Natation, qui a remporté la médaille d'or du 200 mètres 4 nages au Golden Tour de Marseille. C'était avant-hier, réalisant la meilleure performance mondiale de la spécialité et valide du coup son billet pour les mondiaux de 2022 au Japon. Dans le dernier commentaire. Écoutez, moi ça ne me surprend pas beaucoup, parce que on suit depuis qu'il a débuté, donc sa carrière de nageur depuis qu'il est jeune. On voit qu'il a une certaine progression. Il a eu peut-être une instabilité quand il a changé donc, de Hongrie, il est rentré en France. Mais là, il est tombé sur un bon club, donc Nice, où il y a un très grand entraîneur. Il y a également, il faut le dire, sa famille qui est derrière, ses parents qui sont derrière, notamment son père qui sacrifie tout pour que son fils réussisse. Il lui rend donc l'appareil, le fils, il travaille. Et voilà, les résultats ne font qu'arriver. Quand on travaille, on réussit. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et Chedali va nous le dire également. Donc, c'est des jeunes qui se battent tout seuls. Il faut le dire, qui se battent tout seuls. On a beau dire après que c'est l'Algérie qui triomphe, mais c'est des jeunes qui ont besoin de beaucoup plus de moyens de cette Algérie qu'ils représentent. Voilà, sur tout ça, on va revenir sur la nature de la prise en charge. Le temps de rappeler surtout le chrono réalisé par Jawad Seyoud sur le 200 mètres 4 nages, 1 minute 58 secondes et 51 centièmes, devant le Suisse Jérémy Desplanches, 1,59,16 et le Français Emilien Matenet, 2 minutes 03. 20, Sid Ali Boudina l'a contacté hier pour le féliciter et avoir de ses nouvelles. Oui, Jawad, c'est un grand champion. Moi, je pense que c'est un champion né. Oui. Dommage
qu'il ait certains obstacles qui ne le laissent pas faire vraiment, vraiment du haut niveau. Malheureusement, ici, on n'apprend pas de nos erreurs après la débâcle des Jeux de Tokyo 2020. C'est vrai. Il faut préparer les Jeux de Paris dès maintenant, faire des contrats de performance. Les athlètes qui ont le potentiel de faire un résultat à Paris sont connus dès maintenant. Paris, c'est demain. Hein. C'est demain, voilà. Donc ils sont connus. On a déjà perdu une année avec le Covid, donc c'est vraiment demain Paris. On voit que Jawad performe à chaque meeting, à chaque compétition, il améliore ses temps. Ça veut dire qu'il est en progression continue. Donc je vois pas pourquoi cet athlète-là, on va pas miser à fond derrière lui pour qu'il puisse nous ramener une médaille à Paris. Moi, je suis sûr que Jawad peut ramener une médaille, que ce soit au championnat du monde ou à Paris 2024. Dans un sport très complexe que vous connaissez parfaitement bien, puisque vous avez débuté par la natation. Oui, c'est ça, dans un sport très très complexe, et ses entraîneurs le disent. Donc Jawad, c'est pas un athlète qui fait pas d'efforts, ou qui sait, comment dire, qui n'est pas performant au quotidien. Au contraire, il est là pour travailler, pour essayer d'avancer de jour en jour. On le voit, il est en progression, ses temps le prouvent. Donc moi je pense qu'il faut miser sur cet athlète et il va vous surprendre. La chance, c'est d'avoir un père qui a su subvenir à ses besoins en matière de financement. Heureusement, des fois on retrouve en Algérie des pères, on le voit chez les Ben Chadli aussi dans l'aviron, des pères qui soutiennent leurs enfants financièrement, qui sont derrière eux, mais comme on le sait tous, le haut niveau ça demande beaucoup d'argent, si on veut faire une médaille olympique bien sûr. Et ces parents-là, ils font tout pour leurs enfants, mais derrière, il faut les aider aussi parce que des fois, il y a des champions qui n'ont pas cette chance-là d'avoir des parents qui les soutiennent derrière, et on les perd comme ça, bêtement. Et cette grande performance ne nous fera certainement pas oublier la très grande performance que vous avez réalisée la semaine dernière, une belle médaille d'argent au championnat du monde sur ergomètre. Là, c'est une première également chez les seniors. Oui, c'est vous et Ben Chadli chez les U23. C'est une première. Ben Chadli avec sa médaille d'or aux 500 mètres, c'est une première pour elle chez les U23. Et moi, je grappille une place. L'année dernière, j'avais fait une médaille de bronze et cette année, je fais médaille d'argent. Donc c'est bien pour moi, ça prouve que cette année aussi je suis présent. On continue la préparation. Moi, mon objectif reste les championnats du monde qui seront au mois de septembre en Serbie. Et du coup, l'objectif principal, c'est d'avoir une médaille là-bas. On est sur la bonne voie. C'est en eau libre, il faut le rappeler. C'est pratiquement les mêmes qui sont présents dans le championnat hivernal. L'ergomètre, comme on l'appelle, la machine, le championnat du monde indoor, il est obligatoire dans pratiquement tous les pays. Ça vient compenser un peu dans les pays nordiques ou pays européens où les lacs sont gelés. Ils ne peuvent pas ramer, donc ils rament à l'ergomètre. C'est pour ça qu'il y a eu cette nouvelle spécialité. Oui, voilà, c'est pour ça. Elle est ancienne depuis tout le temps. Et les équipes nationales, chaque athlète performant de haut niveau en aviron doit avoir un temps référence en 2000 mètres dans cette machine-là. Il y a des tests. Vous vous sentez le mieux? Oui. L'ergomètre ou bien? L'ergomètre, c'est purement physique. L'ergomètre, c'est très dur, c'est purement physique. Sur eau libre, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. On a le climat, on a le vent, on a la technique aussi, l'équilibre. Donc l'ergomètre, gestion de l'effort. Oui, voilà, gestion de l'effort. On peut aussi bluffer en course en avion. On peut partir très fort et laisser l'adversaire derrière et finir la course devant. Tandis qu'à l'ergomètre, le premier adversaire, c'est bien la machine. La machine et vous-même surtout. Et voilà, et pouvoir résister jusqu'au bout. Il est resté un petit peu discret ces derniers temps avant de nous faire sortir cet exploit sportif, Nordin Hani. Oui, avant de parler de lui, moi je voudrais souligner une personne, le nouveau président de la Fédération algérienne d'aviron, Choc Idriès. C'est un ancien athlète et qui est en train de tout faire pour essayer de ramener l'aviron. Je pense qu'aucun président n'a donné les moyens qu'à Sidi Ali en ce moment. Donc il est en train de prouver qu'un président de fédération, quand il a envie qu'un de ses athlètes aille faire une grande performance, il faut être derrière. Donc la fédération est derrière. D'où les résultats de Sidi Ali, d'où les résultats de Niad Bichadli. Et je fais un coucou à son papa que j'ai connu quand il était étudiant au crève d'Ayon Turk. C'est quelqu'un que je connais. Donc je pense que c'est de l'abnégation. C'est un caractère qui est propre à l'Algérien. Il n'a pas les moyens qu'a quelqu'un qui est dans un pays où le sport a une grande importance, mais il se bat. Mais
se battre. Et à la fin, on en a marre de se battre alors qu'il n'y a personne qui est derrière. Jusqu'à quand se battre? Comme a dit Sidali, je pense qu'il faut maintenant axer sur des potentialités qui peuvent nous ramener des résultats et leur donner tous les moyens. Et les moyens, ce n'est pas uniquement des moyens matériaux, donner de l'argent, c'est aussi leur organiser des stages, leur trouver des compétitions de haut niveau, un suivi, il y a beaucoup de choses, un parcours de carrière après. Il y a des athlètes qui sont... Sidali, par exemple, c'est quelqu'un qui a eu son bac, qui a commencé à faire l'université, et moi je sais que ses parents, à un certain moment, étaient frustrés de voir leur fils se donner à fond pour le sport et abandonner ses études et ne pas avoir un plan de carrière post-sport. Donc je pense qu'il y a eu quand même des changements au niveau du ministère où on a un peu pensé à ça, mais il faut y penser beaucoup plus. C'est quelqu'un qui donne pour l'Algérie. On est derrière, donc il faut le suivre avant, pendant et après. Voilà, qu'est-ce que tu as à dire quelque chose par rapport à cet aspect, et surtout quoi, toi, tu te plaignais à une certaine période Oui, bien sûr. Non, mais il a totalement raison. J'ai eu la chance cette année, enfin. J'aurais aimé l'avoir à 20 ans. Ouais. Je l'ai à 30 ans, mais c'est pas grave d'avoir un président qui me soutient à 100%, Chef Reid Aliès. C'est mon ancien coéquipier aussi, on a ramé ensemble. Il a fait les jeux également. Il a fait les jeux aussi, donc il connaît mon potentiel. Ouais. Il m'a vu ramer, il m'a vu progresser en étant jeune. Ouais. Donc là, sincèrement, il met le paquet sur moi. À chaque fois, il est là pour me soutenir, même si c'est pas toujours évident avec toute la paperasse du ministère, etc. Ouais. Mais il est là, il essaye de faire des efforts, de ramener des subventions pour m'aider à aller de l'avant. Et on le voit, les résultats sont là et la progression, elle est là. Et je pense qu'avec lui, d'ici là, on aura de très belles surprises et on aura des médailles mondiales en aviron. Inch'Allah. Inch'Allah. Petite frustration cette année, il n'y aura pas l'aviron au JM? Grosse frustration. Ouais. Moi, je pense que c'est une grosse frustration. Ouais. Déception. Oui, déception. On aurait pu participer à cette discipline facilement, en sachant qu'à Oran, il y a plein de plans d'eau. Ouais. C'est dommage déjà de 1. Et de 2, la ville d'Oran aurait pu en profiter des infrastructures après les Jeux méditerranéens. Ouais. Et les clubs, sincèrement, ils pouvaient sortir du port d'Oran et aller vers le lac de Tlilette qui est à 20 minutes d'Oran. Ils auraient pu gagner des bateaux, une infrastructure adéquate pour faire vraiment du haut niveau. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour la discipline. On va y revenir. Vous êtes notre invité. Le deuxième exploit, Nordinani, c'est celui qui a été réalisé par le triple sauteur algérien Yasser Mohamed Teleki. Souvenez-vous, il a décroché la 4e place aux Jeux de Tokyo. La 5e place avec un bond mesuré à 17 mètres 43. Il débute bien progressivement sa saison avec une belle médaille d'argent au meeting en salle de Paris. C'était dimanche soir. L'Algérien a réussi un bond de 16 mètres 95, terminant ainsi derrière le Français Jean-Marc Panvian qui a remporté le concours avec un bond à 17 mètres 08, alors que le podium a été complété par un autre Français, en l'occurrence Melvin Raffin, 16 mètres 82. Il s'agit du deuxième meeting en France pour le jeune Algérien après celui de Liévin, auquel il avait pris part le 17 février dernier. Il avait réalisé 16,53. Cette fois-ci, il améliore de plus de 40 cm sa performance. C'est de bon augure, il progresse. Il progresse, c'est une bonne pépite aussi, hein. À l'image de Jawad, à l'image de Sidali. Teleki, lui aussi, c'est une pépite algérienne. C'est quelqu'un qui fait parler de lui, hein. Vous avez qu'à prendre des médias étrangers, ils parlent des exploits de Teleki. Mais vous savez, au triple saut, c'est des histoires de centimètres. Et c'est des centimètres qu'on perd par rapport à une préparation. Rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, il était perturbé parce que son entraîneur ne pouvait pas se déplacer avec lui à cause d'un visa. Il faut arrêter les frais quand on est champion du monde, quand on veut faire être champion du monde. On ne doit plus parler de ça. On ne doit pas parler d'un visa pour un déplacement. Et il le disait, son entraîneur. Il est parti aux États-Unis, il a progressé, je pense, de 5 ou 6 cm. Il est revenu en Algérie avec son entraîneur, il a gagné 40 cm. Regardez la différence. Donc, c'est des centimètres. La saison dernière, il avait battu le record à 4 reprises. Absolument, absolument. Donc, c'est aussi quelqu'un sur lequel on doit investir. Il a une passion, il a quelque chose
entre lui et son entraîneur. Pourquoi on veut lui enlever ça? On a tout fait pour lui enlever l'entraîneur. Le feeling. Il y a ce feeling, c'est ce feeling qui le motive, qui le pousse. Ils sont là, l'entraîneur si on veut, a un rêve. C'est qu'il concrétiser le rêve de son père, du père de Teleki. Oui. Donc tout ça, il faut exploiter tout ça. C'est solide c'est très solide. Et c'est comme ce qui stimulant. pousse. Et si vous enlevez ça à Teleki, vous allez lui enlever des centimètres. Et c'est les centimètres qui font qu'il soit premier, il est cinquième. C'est un détail important. Oui, c'est un détail très important. Dans le haut niveau, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que les détails jouent vraiment sur la performance. On peut s'entraîner toute l'année, faire des records à l'entraînement. Arrivé à une semaine, on est perturbé par le voyage ou par une malorganisation, on peut rater totalement notre finale. Et pour un champion comme Tricky par exemple, je pense qu'il aurait fallu le prendre vraiment en charge dès les Jeux de Tokyo. Ce genre de problème de visa, d'entraîneur, normalement, ça n'a pas lieu d'être avec un champion pareil. C'est dommage, je trouve ça dommage, mais bon. C'est vraiment dommage, mais espérons qu'on sera prêt pour les Jeux méditerranéens en matière de résultats. Déjà, en début de saison, aujourd'hui, on annonce déjà 3 bonnes nouvelles, aviron, natation et athlétisme pour les athlètes algériens. Il y en a beaucoup qui sont là, qui attendent juste qu'on leur donne la possibilité de pouvoir aller de l'avant. La jeunesse algérienne est très importante. C'est une jeunesse qui a envie de prouver. C'est une jeunesse, c'est un petit peu la continuité du combat de libération de l'Algérie. L'Algérien, il a grandi dans ce combat de libération. Donc il a tout le temps envie de prouver qu'il existe. De faire passer des messages. Des messages. Et les messages, on les fait passer à travers ça. Jawed, moi je suivais les télés françaises avant-hier et lors de la compétition, ils étaient émerveillés. Et puis ils n'arrêtaient pas de parler de Jawed. Ouais. Donc c'est déjà bon pour l'Algérie qu'un jeune comme Jawed, c'est un ambassadeur. Tiliki, c'est la même chose. Chidali, c'est la même chose. Il y a beaucoup. Nihed également, il ne faut pas l'oublier, sinon on dira qu'il parle que de son neveu. Nihed également. Donc c'est des jeunes, on a beaucoup de jeunes, moi je les vois, on a beaucoup de jeunes qui ont envie de prouver les choses. Il faut juste qu'il y ait une politique sportive et qu'on cible les gens. On fait du sport de haut niveau et il faut donner le sport à ce haut niveau, ou on fait du sport de plaisir et il ne faut plus demander à ces jeunes d'aller représenter l'Algérie. Notamment dans une année charnière comme l'année 2022 où l'Algérie doit abriter les Jeux méditerranéens. On reste avec vous, Sidi Ali Boudina, pour parler de ce championnat national. C'était en quelque sorte une clôture de la saison hivernale. Oui, c'était en quelque sorte une clôture de la saison hivernale, un vrai test pour les athlètes de l'équipe nationale aussi, pour voir où est situé leur niveau réellement. Donc c'était de bon augure, il y avait une belle ambiance à Oran. Oui. La ville d'Oran, une très belle organisation aussi. Ils ont utilisé l'organisation des Jeux méditerranéens, donc on voit c'était une ambiance assez familiale. Il y avait un bon challenge entre les jeunes. Oui. Franchement, j'ai été agréablement surpris par cette compétition-là. On voit qu'il y a des jeunes qui font de très bons résultats comparés aux jeunes des autres nations. Comme le club oranais. Comme le club oranais. Oran a toujours été une école de l'aviron. Donc les deux clubs d'Oran, l'aviron oranais et le CACO, club universitaire, ils ont gagné d'ailleurs à eux deux la totalité des épreuves. Donc c'était un bon championnat et un bon test pour tous les athlètes, pour moi. Un bon test, c'est également l'avis du directeur technique national, à savoir Mzgharani Youssef, qui était également présent à la compétition. Oui, il était présent, il y avait l'entraîneur national qui était présent aussi. Donc il a pu repérer quelques athlètes, d'ailleurs ils vont rentrer en stage très prochainement, oui, pour commencer la préparation de la saison compétitive qui arrive. Vous étiez en récupération ce week-end, donc vous n'avez pas participé à... Si, j'ai participé. J'ai participé, j'ai gagné 2 médailles d'or. 2 médailles d'or. Il faut donner l'exemple aussi, parce que les jeunes nous attendent, nous regardent, que ce soit sur les réseaux sociaux, c'est très important, moi je pense, pour les athlètes d'élite de participer aux championnats nationaux, oui, parce que ça encourage d'un côté les jeunes, et d'un autre côté, ça confirme notre place, qu'on est bien présent et
rien ici, on se fie aux propos de Mohamed Riyad Gharidi. Apparemment, le manque de moyens logistiques freine un petit peu l'élan du développement de la discipline. Oui, il a raison. C'est un sport, l'aviron, c'est un sport matériel. Donc les athlètes, pour progresser, il leur faut un petit peu plus de bateaux, plus d'infrastructures pour s'entraîner. C'est pour ça que j'avais eu le regret de ne pas faire les Jeux méditerranéens d'Oran, parce qu'on aurait pu vraiment profiter d'achat de matériel, de structures aussi. Plus de promotion pour cette discipline-là, qui est une discipline olympique quand même. La raison, c'est que les sports aquatiques ont rejoint un petit peu les Jeux méditerranéens de plage. Oui, voilà, c'est la seule raison évoquée. C'est pas une raison valable. C'est pas une raison valable. Non, c'est par rapport au budget, moi je pense, parce qu'il n'y a rien qui a été fait au début et l'aviron, ça coûte beaucoup d'argent. Donc les organisateurs ont vu que ça allait prendre beaucoup du budget de l'organisation, donc ils ont préféré, ils ont pesé le pour et le contre et ils ont préféré. C'est vraiment dommage parce qu'on aurait eu au moins 2 à 3 médailles dans cette discipline. Oui, voilà, 2 à 3 médailles, de nouveaux clubs, des infrastructures, un bassin aussi à il y a l'après-JM. Oui, après les JM aussi. C'est important d'utiliser ces infrastructures, ne pas les laisser comme à chaque fois vides sans pouvoir les utiliser, les exploiter. Vous restez avec nous aussi, Ali Boudina. C'est un plaisir de vous recevoir comme chaque fois. Vous connaissez le principe de 52 chronos, c'est également les autres disciplines. Sid Ahmed Bourayeb, on arrive à vous pour parler de la 10e journée de la Super Division en basketball. Les faits marquants avant de parler de la rencontre que vous avez couvert, vous et Sami Achichou. Alors, pour les dames... commencez par les garçons. On va commencer par les garçons. Déjà avec... Pour les garçons, on notera Il est galant. Il est galant. Elles ont leur journée demain. Aujourd'hui, c'est la nôtre. Dans le groupe A1, on notera la très large victoire du Mouloudia d'Alger face à l'équipe de Cherchel. 150 points à 55, 100 points de différence. 155 à 55, oui. Oui, 155 à 55, vraiment très très large victoire. Le Mouloudia d'Alger qui s'est qualifié pour les playoffs. On aurait même eu le résultat avant le match. Vas-y. Alors, dans le groupe A2, Blida s'est imposé d'un seul petit point face à l'équipe de Gué de Constantine, 66-67, alors que le Wydad Boufarik, une large victoire aussi, 91 à 46. Dans le groupe B1, on notera aussi la victoire de l'équipe de l'Alma face à Batna, 79 à 50, et la victoire de Stawali face à Skikda, 68 à 50. Dans le groupe B2, Rouiba qui s'est incliné à domicile face à Miliana, 54-71, et Dalbida qui s'est imposé face à Wirgla, 76 à 56. On notera que maintenant c'est les playoffs en basket. Une qualification plutôt aux playoffs. Voilà. On est toujours au premier tour, mais les clubs ont assuré leur qualification pour les playoffs. On va revenir sur un match que vous avez couvert pour Canal Algérie, celui qui a opposé. C'est le match Nasrallah Hussein face à l'US Sétif. Alors c'était un match sans enjeu, mais c'était vraiment une belle bataille. Bon, on peut dire qu'il y avait une mi-temps pour chaque équipe. Le net qui a très bien commencé, on s'était dit qu'ils allaient facilement l'emporter. Mais en deuxième mi-temps, on a vu une toute autre équipe de l'Union sétifienne ils ont réussi à revenir après être menés par plus de 16 points d'écart. Ils ont même réussi à égaliser. Donc c'était un très beau match. Je vous propose de voir les images. Plus de détails avec ce compte rendu signé Sami Achichou. Un match qui a vu les locaux prendre le taureau par les cornes dès le début. Après 3 minutes de jeu, le NED mené par 10 buts d'écart. La première manche s'achève en leur faveur, 21 à 15. La vague jaune continue à déferler et l'écart se creuse encore plus. Les visiteurs se reprennent un tant soit peu. Score à la mi-temps, 35 à 24.
Revigorés par le discours de leur coach, les Sétifiens reviennent déterminés. Ils réduisent l'écart à 5 points seulement. Ils arrivent même à égaliser 42 partout à la fin de la troisième manche. Lors de la dernière manche, les deux équipes seront coup pour coup. Les locaux, plus chirurgicales, arrivent à reprendre l'avantage. Un avantage qu'ils garderont jusqu'à la fin, 60 à 53. Les joueurs n'étaient pas concentrés parce qu'ils savaient qu'ils étaient qualifiés. Le match qui nous a qualifiés, c'était le match la semaine passée avec Draria. On les a battus. Alors, sur le plan de concentration, je pense que mes joueurs n'ont pas été concentrés. Et malgré ça, il y a un manque de joueurs qui étaient blessés. On les a récupérés, mais on ne les a pas fait jouer pour préparer, Inch'Allah, les playoffs. Inch'Allah. Je tiens à féliciter l'équipe du NED pour leur qualification aux playoffs. C'était un match vraiment plaisant, alhamdoulilah. Ça a été très bien. Au départ, on n'a pas bien commencé le match, mais au fil du temps, on s'est ressaisi, on a pris le match. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'expérience a prévalu sur le match. Voilà. Voilà, un score bien donc de 60 points à 53 en faveur du Nasr du Sindé après la fin de cette première phase. On découvre avec vous, Sid Ahmed Bouraïeb, les qualifiés de chaque groupe. Alors, dans le groupe A1, comme on l'a vu, le Nasr Hussein Dey ainsi que le Mouloudia d'Alger et l'équipe de Dalalia. Dans le groupe A2, le WOU Boufarik, l'USM Blida et l'équipe de Constantine. Dans le groupe B1, Stawali, l'Alma et Skikda. Et dans le groupe B2, Rouiba, Dalbeda et Miliana. En somme, donc les trois premiers de chaque poule sont qualifiés pour la deuxième phase du championnat composé de deux poules de 6 équipes. Donc on aura 12 équipes Nordin-Hani pour la prochaine phase, à savoir les playoffs. En favori, Nordin. Écoutez, en basket, il y a un nivellement quand même de valeur. Hein. Ces dernières années, un nivellement de valeur. Peut-être à la disparition du GSP, mais le Mouloudia qui revient. Le NAD est capable de créer la surprise. Il y a un Jammer qui est derrière, donc qui est capable. En fait, toutes les équipes se valent. Et ça va un petit peu redonner du goût au championnat parce que jouer avec plus de 12 clubs, c'est énorme et ça perturbe un petit peu. Donc on va se retrouver avec un championnat à 12 où les rencontres seront plus ou moins équilibrées. Plus ou moins équilibré pour le championnat national de basketball. On a joué, il faut le rappeler, 10 journées déjà et la prochaine étape promet de très beaux spectacles. On passe aux dames avec la 11e journée de la division nationale 1. Sid Ahmed. Alors, cette victoire du Dauphin, la JS Kosider face à la Lanterne Rouge, l'USA Batnat 79 à 42, donc l'équipe de Kosider qui a profité de la réception du dernier au classement pour rester au contact du leader Hussein Dey Marine. Hussein Dey Marine qui continue son bon parcours en gagnant face à l'USMA d'Alger dans un derby 58 à 30. L'équipe de Kosider qui envisage d'aller titiller les meilleurs pour jouer le titre cette saison, puisqu'elle est détentrice, il faut le rappeler, de la Coupe d'Algérie, puisque la saison dernière, il n'y avait pas de championnat. Et donc, s'il y avait un seul titre, Dame Coupe, il est revenu à l'équipe de Kosider. Il fait du très bon travail avec les dames notamment. Donc, score final, 79 points à 42. Les autres résultats également avec vous, il n'y a pas eu de grandes surprises dans cette 11e journée. Non, comme on l'a dit, Hussein Dey Marine qui s'est imposé face à l'USMA 58 à 30. Le RC Boreridge qui s'est incliné face à l'équipe de Stawali 48 à 51. Et le match Sétif Mouloudia d'Alger qui a été reporté. Le classement c'est très serré avec HD Marine 22 points, 1 point seulement devant Kosider 21 points. Alors qu'en bas du classement, il y a 3 équipes, Borj Boreridge, l'USMA et Batna avec 13 points. Donc c'est très serré en haut du tableau et même en bas.
Très bien, merci pour les résultats en basketball. Avant de parler de handball, Nordine Henni, Jawad Serioud, le nageur donc algérien qui a réalisé la meilleure performance du 200 mètres 4 nages, est avec nous en direct à partir de Nice. Et c'est un grand plaisir de le retrouver comme à chaque fois où il réalise des performances. Jawad, bonsoir. Jawad Serioud, bonsoir. Ouais, un petit problème de son, ça va vite se régler. Vous nous écoutez, Jawad? Jawad Serioud? On va rentrer en contact avec lui pour revenir sur cette excellente performance, à savoir le 200 mètres 4 nages et cette meilleure performance mondiale de l'année réalisée. Il faut le rappeler, au Golden Tour de Marseille, c'était dimanche. Donc une belle performance devant un Français, plutôt un Suisse, qui a réalisé une 59-16 et un Français, Emilien Maten, qui a réalisé 2-0-3. Est-ce qu'on a pu avoir Jawad Serioud? Jawad? Alors, on va la voir dans un tout petit instant. Handball Nordine Henni, donc le championnat national de handball et surtout les meilleurs moments de la journée qui a été jouée donc vendredi ou samedi, vendredi. Absolument, donc la 6e journée. Il y a eu un match de mise à jour, c'était au niveau donc du groupe A, avec donc le MCO qui jouait contre Oued Tlilet, victoire du MCO face à Oued Tlilet 24-21. Ils n'avaient pas joué ce match à cause des cas Covid au niveau du Mouloud Diadoran. Donc dans ce groupe, c'est toujours la JS Skikda, l'OM Annaba qui occupe la première place. Dans le groupe B, il y a eu la victoire de Mila en déplacement à Boutelja 33-23 qui consolide sa première place. Et également donc le match nul de Saïda Barika qui le freine un petit peu pour occuper la seconde place. Dans le groupe C, Borj Boualed continue donc son accession en battant cette fois-ci le Harroch, une équipe en bas du tableau 23-22, un tout petit but. Hein. Et il y a eu également cette victoire en déplacement de Shroum Aïd face au Handball Club d'Elbia. Et enfin, dans le groupe D, il y a eu cette rencontre tant attendue, CRB Barraqi contre Ain Touta. Et puis il y a eu, on va la voir cette rencontre, il y a eu Lycée Ouelgla qui a été battu à domicile par la JS Kabylie qui fait une excellente saison à la JS Kabylie. Et donc le Mouloudia d'Alger était exempt, le Mouloudia d'Alger était première, Ain Touta a été seconde et Barraqi était troisième. Ils se sont rencontrés à l'Arwazi et on va voir le match. Donc, on va revenir sur ce match que vous avez couvert pour l'Algérie. Ain Touta, un match qui a été... Il y a eu le départ de Lamine Sahli, l'entraîneur de Barraqi, et c'est Mohamed Oulman, qui a pris en charge cette équipe. Une équipe qui a très très bien débuté devant une équipe de Ain Touta qui était un petit peu perdue. Et donc, dès le départ, Barraqi a creusé l'écart pour s'imposer donc finalement face à l'équipe donc de Ain Touta 24 à 17 à une équipe de Barraqi qui revient un petit peu dans la compétition, qui occupe la seconde place. Ça va être très très intéressant pour la suite, pour la journée prochaine. Et on le voit donc ici, donc cette équipe de Barraqi emmenée par un grand Khalil. Hein. Khalil qui était à Ain Touta, qui a joué au GSP en enfant de Ain Taya, qui a fait une superbe partie. Il y a eu également donc le gardien Bouhatem, et finalement donc victoire 24 à 17 pour cette équipe de Barraqi devant Ain Touta. Voilà, un match très serré. Finalement, vers la fin, Barraqi a fait l'essentiel pour prendre un écart confortable. Barraqi qui voulait vraiment ils se battent pour les playoffs. Hein. Les playoffs qui vont jouer par la suite. Donc, Barraqi et Ain Touta ont une sérieuse option, ainsi que le Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia d'Alger, donc, qui a récupéré beaucoup de joueurs depuis sa nouvelle appellation et qui occupe la première place. Les impressions à la fin du match? On va écouter donc les deux entraîneurs. Donc, du côté de Barraqi, ça va être donc Oulman Mohamed. Et du côté donc, de Ain Touta, c'est Nordine Badis. On les écoute. Une équipe coriace, une très belle équipe de Ain Touta, une équipe qui nous a battus
la Coupe d'Algérie. Dieu merci, alhamdoulilah, on a bien préparé le match pendant toute la semaine. Pendant le match, on était concentrés. J'ai dit aux joueurs, c'était un match de l'équipe qui va être concentrée, va être lucide, va gagner le match. Aujourd'hui, j'ai pas compris. On était absent sur le plan psychologique. L'équipe de Berraq était plus volontaire que nous. Ils ont pris l'avantage, l'écart. Ils ont bien géré cet écart. On n'a pas pu revenir au score. Je félicite l'équipe de Berraq. Inch'Allah, on va corriger nos erreurs et nos fautes pour la prochaine journée, Inch'Allah. Voilà, Badisk, notre ami Nordin Badisk qui est habitué au titre, souvenez-vous, le titre avec Borj Barij il y a de cela 3 saisons, c'était juste avant le Covid, hein, c'était en 2018. C'est le dernier titre que l'Algérie, donc avant le Covid. Avant la pandémie. On revient à la natation pour prendre attache avec notre ami Jawad Serioud qui a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année sur le 200 mètres 4 nages. Jawad Serioud, bonsoir à partir de Nice. Bonsoir Mokhtar, bonsoir tout le monde. Ah, cette fois-ci, c'est la bonne. Bonsoir et félicitations. Tu as donc Nordin Hanni et Sidi Ali Boudina ainsi que Sidi Ahmed Bouraïb qui sont sur le plateau. Et ils te saluent, ils te félicitent surtout pour cette très belle performance. Bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, merci, ça fait super plaisir. Et puis, merci pour votre invitation ce soir. Alors, c'est fini. Tu es dans le Gotha mondial cette fois-ci avec cette très belle performance. Là, on commence à voir mieux. Hein. C'est sûr que après, je m'y attendais un peu au vu des dernières semaines à l'entraînement. Je sentais que j'avais évolué d'un palier et que ça commençait au niveau des temps à parler vraiment sérieusement. Donc, je savais que sur cette compétition, ça allait déjà aller un peu plus vite que d'habitude. Mais après, je pense que sur la fin de saison, avec encore quelques erreurs à corriger, ça pourra aller encore un peu plus vite. Alors, tu es en train de faire sortir un petit peu, comme on dit dans le jargon, la charge, puisque tu sors de cette période de charge. Tu t'attendais à réaliser ce chrono en début de saison? Non, pour être honnête, je ne pensais pas passer en dessous des 1,59,5. Et je m'étais dit, si j'arrive à refaire aux alentours de mon meilleur temps à cette période d'entraînement, ça serait plutôt pas mal au vu de la charge de travail, parce qu'on est quand même sur une grosse période de travail, sachant qu'on ne pouvait pas trop préparer cette compétition, parce qu'il y a quand même des échéances internationales en fin de saison qui sont très importantes pour nous. Et la preuve, ce matin, j'étais de retour à l'entraînement, donc pour vous dire à quel point on est quand même en période de charge. Je ne pensais pas nager aussi vite, mais ça fait du bien au moral, et puis c'est surtout très encourageant pour la suite. La suite, justement, on en parle et c'est surtout une année très chargée avec les mondiaux et les Jeux méditerranéens. Comment tu vois l'avenir proche? Bien sûr, ça va être très chargé. Après, les mondiaux et les Jeux méditerranéens, ça sera à la même date, malheureusement, en natation. Donc, du coup, on verra ce qui est planifié pour moi et puis on décidera le meilleur d'un point de vue sportif. On va attendre, certainement le choix va s'imposer dans quelques mois. À mes côtés, à ma gauche, donc Sidi Ali Boudina, votre ami. Bien sûr, ouais, et qui j'ai écrit d'ailleurs, il m'a envoyé un message juste après ma course, ça m'a fait super plaisir. Un ancien nageur également, vas-y Sidi Ali. Salut Joël, ça va? Salam, ça va, tu vas bien? Salam, ça va, je voudrais d'abord te féliciter. Tu es un grand champion, je pense qu'on compte sur toi pour réaliser d'autres performances. Moi, j'ai confiance en toi. Je sais que tu peux aller très très loin. Je sais que tu peux ramener des médailles aux mondiaux. Donc, reste focus sur ta préparation. Tu peux le faire. Je sais que c'est pas évident. À toi tout seul. Et puis, c'est réciproque. Félicitations pour tes dernières performances. Tu as été impressionnant. Merci, c'est gentil. On se soutient un petit peu en tant qu'athlète. C'est notre force un peu, mais on ira loin, Inch'Allah, tous ensemble. Inch'Allah, c'est toujours un plaisir. Ouais, c'est surtout le ressenti d'un athlète de performance qui s'adresse à vous dans une période vraiment de charge, comme vous venez de le dire, et une période de préparation difficile surtout à assumer. Hein. Bien sûr, c'est quand même très compliqué. Après, faut être soutenu et j'ai une très bonne équipe autour de moi, donc je me fais pas de soucis pour ça. Mais c'est vrai que maintenant d'être un peu le leader mondial à cette période de la saison,
ça va rajouter un peu plus de pression, mais je pense que je suis assez serein pour la suite. Une 58, 51, donc c'était avant-hier. Tu envisages d'atteindre quel chrono vers donc la mi-mai, voire le mois de juin? Honnêtement, j'envisage aucun chrono. Par exemple, il y a 2 jours, je pensais pas du tout faire une 58-51. Je m'étais pas fixé de limite et je m'en fixerai pas. Après, ce que je regarde plus, c'est les erreurs que j'ai fait pendant la course et les différents points techniques à travailler à l'entraînement. Et je pense que j'ai encore quelques dixièmes, voire une bonne seconde à rattraper. Avec en plus un peu plus de fraîcheur, je pense que ça devrait être pas mal. La relation avec la fédération, c'est rentré dans l'ordre, les moyens arrivent ou pas encore? Il fallait qu'on vous pose cette question. C'est très compliqué d'ailleurs. Il y a certains articles qui m'ont fait sourire parce que je vois que apparemment ça m'avait préparé des plannings et que j'avais un plan tracé sur la saison alors que pas du tout. Par exemple, on a 100 jours, on a moins de 100 jours maintenant des prochaines échéances internationales. Et j'ai aucun programme, j'ai aucun contact avec eux. Donc c'est un peu dommage, mais je fais abstraction. Comme je vous l'ai dit, en fait, je suis entouré de très bonnes personnes, que ce soit ici sur Nice ou dans mon entourage proche. Et j'arrive à faire abstraction assez facilement de tout ça. Après aussi, au niveau des moyens, pas du tout non plus, parce que je vais encore en parler aujourd'hui et c'est un exemple assez frustrant pour moi. J'ai battu des multiples records d'Algérie depuis 2019, mais j'ai toujours pas touché un centime par rapport à ça et je trouve ça assez dommage parce qu'au final on s'en vante, mais j'ai l'impression de pas avoir de mérite par rapport à ça. Donc bon, après je le fais pour moi et mes proches, mais c'est sûr que c'est frustrant. Il y a 50 de chrono qui vous suit, Nordin Hani, qui va vous adresser un petit coucou et surtout vous poser la question qu'il faut, comme chaque fois que vous êtes en direct avec nous. Bonsoir Jawad. La caméra. Bonsoir Nordin. Moi je sens donc beaucoup de déception chez toi, mais je te demande de ne pas désespérer. Bien sûr, jamais. De toute manière, de vous avoir à mes côtés, c'est toujours un plaisir. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, je le fais aussi d'un point de vue mental, de savoir que j'ai des gens comme vous dans mon entourage, ça me fait toujours un plus. Il y a tout un pays qui est derrière toi. Ouais, il y a un grand monsieur, Abdelhalim, qui te soutient, le papa. Bien sûr, et qui est le responsable de toute cette réussite. Et puis là, tu parlais à 3 mois des Jeux méditerranéens, de ne pas avoir donc le programme de la compétition. Comment peut-on préparer une compétition sans avoir un programme? C'est ce que je me demande aussi. En fait, déjà, de n'avoir aucune information par rapport au fait qu'il y ait les championnats du monde, parce que personnellement, je vais le dire, je vais pas m'en cacher, avec la performance que j'ai réalisée hier, d'un point de vue sportif, ça sera beaucoup plus intéressant pour moi de faire les championnats du monde. Mais, comme je le dis tout le temps, je reste à disposition de mon pays, c'est-à-dire que si jamais j'ai une sélection nationale, je pourrais pas dire non. Maintenant, quand je vois, par exemple, j'ai battu le Suisse, mon ancien collègue d'entraînement aussi, qui est médaillé aux Jeux Olympiques sur l'épreuve de 100 mètres 4 nages. Et quand on discute après la course, qui me dit oui, avec ma fédération, on a décidé de faire ça, au point de vue des différents programmes de la compétition, des championnats du monde ou d'autres compétitions internationales, je suis un peu frustré parce que je me rends compte que c'est pas du tout professionnel et que j'irai jamais loin comme ça. En fait, si je reste par rapport à ce niveau-là, c'est sûr que c'est très frustrant. Moi, je te dirais une seule chose. Le conseil que je pourrais te donner, c'est qu'une médaille à des mondiaux de natation seront beaucoup plus motivantes pour un pays qu'une médaille aux Jeux méditerranéens, même si ça se déroule à Oran. Inch'Allah, oui, c'est ce qu'on verra par la suite. Et puis, comme je l'ai dit, en fait, vous m'avez donné plusieurs fois la chance de m'exprimer et je vous en remercie. Comme je l'ai dit, et les personnes qui vous suivent le savent. Je l'avais dit en octobre, je l'avais redit en novembre après les championnats d'Afrique et les championnats arabes. Toute cette saison, je vais monter en puissance et je le sais que je vais encore monter en puissance et je suis très serein par rapport à ça. Et on verra par la suite les résultats que je réserve.
En tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance et surtout une grande réussite. La réussite, elle est là. Vous êtes dans le Gotha mondial, vous réalisez la meilleure performance mondiale. Et bon vent hein, pour la suite. Merci beaucoup, merci à vous de m'avoir donné la chance de m'exprimer et puis à très bientôt. C'est toujours un plaisir de regarder votre émission. Merci Jawad et bonne chance. Voilà, la tête sur les épaules pour Jawad Sayoud. Et ce qui est encore plus frustrant, comme me le disait hier son papa Halim, c'est de voir qu'on annonce en grande pompe l'arrivée de Manodou, l'athlète français, le nageur français pour les Jeux méditerranéens, dans le site du comité olympique algérien, alors qu'il ne sera pas présent. Et Jawad Sayoud, il réalise la meilleure performance et on n'annonce même pas la bonne performance et la meilleure performance mondiale. Absolument, donc je ne comprends pas. On est très satisfait, donc j'ai vu moi, des commentaires du président de la Fédération algérienne d'athlétisme qui était très content du résultat de Jawad. Et de l'autre côté, quand vous entendez le père ou Jawad lui-même, il n'a aucun contact avec la Fédération. Mais que se passe-t-il au juste? Est-ce qu'on a vraiment envie d'investir sur Jawad? Et il faut le dire, il faut lui parler. C'est le moment jamais. Absolument, même s'il y a des problèmes, il faut essayer de les surmonter. Je sais que le papa s'est battu, il en veut un petit peu à la fédération de ne pas avoir été derrière lui pour aider son fils, qu'il a mis de l'argent de sa poche. Mais je pense qu'il faut dépasser tous ces tabous, ces problèmes et aller vers... C'est quand même un résultat. Il est en natation, le meilleur résultat mondial de l'année, c'est pas n'importe quoi. Je crois qu'on n'a jamais eu de meilleurs résultats, de meilleures performances mondiales de l'année dans l'histoire de la natation. Absolument, et puis il faut lui expliquer qu'il doit faire les Jeux méditerranéens, qu'il doit faire le championnat du monde, ne pas laisser dans l'expectative. À ce moment-là, lui, il va être obligé de prendre une décision tout seul. Et on dira, non, c'est lui qui a voulu ça. Il y a un imbroglio qu'on n'arrive pas à... Moi, je pense que M. Bougadou, qui est quand même quelqu'un de sensé, qui connaît bien ce qu'est la natation, qui est quand même en train d'essayer de faire du bon travail, doit casser tous les tabous qui existent entre lui et le père de Jawad, parce que le problème, il est là, avec la fédération, s'asseoir à une table et décider de l'avenir de celui qui peut et la nature ramener de la prise en charge. Une médaille d'or. C'est pas sorcier, il faut y aller. On essaiera d'inviter Monsieur Hakim Bougadou pour en parler, pour avoir plus de détails et avoir le son de cloche, surtout de la Fédération algérienne de natation. On quitte la natation pour un autre sport plaisant, à savoir le tennis. Et sachez que la Fédération a mis un programme pour les préparatifs des Jeux méditerranéens en convoquant les internationaux qui sont susceptibles de représenter dignement l'Algérie dans cette joute à partir du 25 juin, il faut le rappeler, les Jeux méditerranéens. On revient sur le stage de préparation qu'a suivi pour nous Salah Darbal et on se retrouve juste après. 3 jours d'entraînement programmés pour ce premier stage de préparation au vu des prochains Jeux méditerranéens Oran 2022. Un regroupement qui a vu la présence de 3 athlètes. Nous avons essayé un peu de mettre les moyens que nous avons pour préparer au mieux ces athlètes. Et comme vous le savez, donc, il y a une nouvelle recrue qui a accepté de jouer pour l'Algérie. Donc il a signé son contrat hier. Et voilà, donc on va essayer, Inch'Allah, d'atteindre des objectifs appréciables à la hauteur du pays. Nous avons sous la main donc 8 joueurs et 6 joueuses que nous avons choisis par rapport à leur classement, par rapport à leur classement international et national, qui se trouvent actuellement chacun de son côté en train de faire des circuits, donc des circuits professionnels. Et sur la base des résultats, donc nous aurons la liste définitive comme indiqué par les Jeux méditerranéens, par leur comité d'organisation, sera transmise à la fin avril. Voilà, donc sur la base des 8 et 6, nous allons choisir les 4 et 4 qui vont participer, prendre part à cette compétition. Déterminés et concentrés, les athlètes algériens ont rejoint le sol du pays avec un seul mot d'ordre, être prêts le jour J. Cette préparation, elle est simple, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ici. Et ils m'ont accueilli avec un grand cœur et ça, je tiens encore d'ailleurs à les remercier. Et cette préparation, je la prépare un peu ici, là c'est quelques jours. Et puis moi j'ai mis tournois qui s'enchaînent prochainement, des ITF et des futurs. Et je les prépare aussi à la All-In Academy dans le sud de la France, là où je m'entraîne, avec l'équipe de Tsonga, géographie de Tsonga et de Thierry Assion. Et après, mon objectif c'est tout simple, c'est à chaque fois de jouer un tournoi, c'est
de le gagner, quoi. Et du coup, pour moi, l'objectif, c'est de ramener la médaille d'or. Sans être arrogant ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est de jouer match après match et d'être rigoureux. Je suis là pour quelques jours, donc je repars vendredi en Tunisie pour continuer ma préparation au tournoi, où je vais partir sur des 15 000 et des 25 000 $ pour bien préparer les Jeux méditerranéens. Avec beaucoup plus de matchs et beaucoup plus de tournois, le niveau va augmenter et j'espère arriver bien préparé pour les Jeux méditerranéens. Une bonne opportunité pour moi, surtout une Sharaf Oharan, où, comme je l'ai dit, j'ai commencé le tennis là-bas, donc c'est un tournoi important pour moi et pour représenter l'équipe nationale. Et Inch'Allah, nous sommes à la hauteur pour gagner le tournoi. Avant de prendre part aux prochains Jeux méditerranéens Oran 2022, les tennismen et tenniswomen algériens participeront à plusieurs tournois internationaux ITF Pro. On reste avec le tennis pour un petit peu mettre la lumière sur cette tenniswoman algérienne, championne, à savoir Inès Ibou, qui a fait et qui continue de faire les beaux jours du tennis algérien, tennis féminin algérien. Demain, c'est le 8 mars. L'occasion est toute prête pour faire et dresser le portrait de cette grande championne. Le portrait est signé Sarah Derbel. À 14 ans, elle était numéro 1 mondial de sa catégorie. 569e du classement au meilleur de sa carrière, Inès Ibou navigue aujourd'hui autour de la 800e place. À seulement 23 ans, cette jeune pépite affiche une grande détermination. Mon premier tournoi international que j'ai gagné, j'avais 11 ans, c'était le tournoi des petits coqs. Après, mon premier junior, c'était ici à Tlemcen. Et mon premier tournoi senior aussi à Tlemcen quand j'avais 14 ans. Par la suite, j'ai fait les grands chelems juniors et bien sûr j'ai gagné le championnat d'Afrique en junior aussi. Mon meilleur classement en junior c'était 23e mondial et en WTA 569, ça a été mon meilleur classement. Aujourd'hui je suis 750, quelque chose comme ça à cause de ma blessure de l'année passée où je suis redescendue un peu au classement, mais ça c'est rien. Si je joue bien, si je fais des bons tournois, si j'ai des bons résultats, je vais monter très vite, Inch'Allah, c'est l'objectif. S'il y en a un qui croit en elle, c'est bien Hassan Guedioura, son manager, qui change de casquette quand la situation oblige. Entre eux, une vraie complicité. Il faut être beaucoup à l'écoute, il faut avoir beaucoup d'empathie. C'est pas simple, mais c'est ce qui permet d'assurer un cadre et une stabilité à l'athlète pour qu'il puisse se sentir entouré et assurer la progression et de meilleures performances. Elle a fonctionné ces dernières années sur de la charité. Donc qui dit charité, donc des fois on a des budgets pour les tournois, mais pas pour les coachs, mais pas pour les sparring, mais pas pour le physio, mais pas pour le billet d'avion. D'un vrai budget pour le tennis pour assurer des résultats et de la performance. Donc oui, elle a fait 2 tournois WTA à Doha. Je pense qu'elle fait partie des rares Algériennes, sinon peut-être la seule Algérienne à avoir fait autant de tournois WTA dans l'histoire d'Algérie. Et j'ai dû m'improviser coach. Mais comme on a tissé une relation particulière, parce qu'elle revient d'une situation un peu difficile au niveau sportif, donc vous savez que coach, c'est aussi l'aspect mental. Donc voilà, je prends aussi en charge ces aspects-là et pour un joueur de tennis, le mental est fondamental. Elle retrouve les cours de tennis de son pays, un retour aux sources pour bien préparer les prochains Jeux méditerranéens. Et en amont, je vais faire des tournois de préparation pour bien préparer pour cette compétition où je vise bien sûr le podium, voire la médaille d'or, Inch'Allah, où j'essaierai de faire le maximum pour gagner cette compétition qui m'est chère. Surtout qu'elle est ici à Oran et jouer devant le peuple algérien, c'est extraordinaire. Après cette longue année, sans aucune subvention, la tenniswoman algérienne semble voir le bout du tunnel. Cette dernière année, elles ont été très très difficiles. Sans l'aide de mon manager qui a une académie on fire, j'aurais pas pu continuer à jouer, il faut le dire tel qu'il est.
Le tennis, c'est un sport qui demande beaucoup de budget, beaucoup de moyens pour s'entraîner, pour les coachs, pour voyager, pour la récupération. Donc c'était des années très très difficiles. Pour l'instant, on a eu une très bonne discussion avec le président, le DTN. C'est sur une bonne dynamique et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. On est en train de finaliser des dossiers et tout ce qui est nécessaire en termes administratifs pour que justement les budgets puissent être débloqués. Donc voilà, mais on attend ces budgets pour pouvoir faire par la suite le nécessaire. Mais voilà, pour l'instant, on est en bonne voie. Et on espère concrétiser tout cela très bientôt. On note la dynamique positive de la nouvelle présidence. Je pense qu'on a exprimé notre volonté et notre disponibilité pour l'accompagner. Il faut dire qu'elle n'était pas très contente de ce qui s'est fait dans le passé. Mais de toute façon, on est là pour les joueurs, on est là pour essayer de leur offrir du mieux que ce que nous pourrons. Elle poursuit son parcours vers un plus haut niveau et ne cache pas ses ambitions. Je compte d'ici peut-être 2-3 ans, Inch'Allah, si bien sûr pas de blessures, avec beaucoup de moyens aussi, de rentrer dans le top 100 et de participer au Grand Chelem et pourquoi pas de rêver de gagner un Grand Chelem, Inch'Allah. La numéro 1 algérienne ne se fixe aucune limite. Et pourquoi pas un jour, grâce à son travail et son revers à deux mains, retrouve les premières places. Et le rêve, bien évidemment, de grands résultats continue de bercer la vie d'Inès Ibou pour réaliser, Inch'Allah, de grands résultats, notamment sur le plan mondial. C'est le cas également de notre invité aujourd'hui, Sidi Aboudina, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. On était revenu au début de l'émission sur sa performance, très bonne performance, le titre de vice-champion du monde sur ergomètre. La saison n'est pas encore terminée puisqu'il reste les mondiaux et la Coupe du Monde. Oui, la saison n'est pas terminée, il reste quelques compétitions à faire en France. Et après, il y aura l'objectif secondaire qui sera la première manche et la deuxième manche de Coupe du Monde au mois de mai et au mois de juin. Oui. Donc c'est le rendez-vous avant les mondiaux qui reste l'objectif principal. Donc l'objectif est clair, c'est de rentrer en finale et d'être sur le podium. J'espère qu'on va bien gérer cette période-là et on va continuer dans cette dynamique-là. Et normalement, il n'y aura pas de problème pour avoir un bon résultat aux mondiaux, Inch'Allah. Quart de finaliste, c'était à Rio. Médaille de bronze aux derniers mondiaux. Cette fois-ci, médaille d'argent. Et il reste que le titre sur eau libre. Ben c'est ça, il reste que le titre sur eau libre. Donc on va étape par étape. On essaye d'être parmi les meilleurs mondiaux. Et on verra après pour les Jeux de Paris ce qu'il en est. Mais pour sincèrement, qu'est-ce qui manque pour il manque la chercher le podium? Il manque la continuité d'entraînement, tout simplement. En fait, pour un athlète de haut niveau, il n'y a pas vraiment de secret. Il faut qu'il s'entraîne, qu'il ait une bonne planification des compétitions. Entraînement, compétition, et c'est le secret de sa réussite. Mais en ce moment, tu es stable? En ce moment, je suis très stable et les résultats sont là pour le prouver. J'ai jamais été aussi stable. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, si seulement j'avais cette stabilité-là à 20 ans, mais il n'est jamais trop tard. Tu es toujours jeune, hein? Oui, je suis toujours à l'aviron. Mais c'est l'âge mature pour devenir champion. Donc, on te souhaite bonne chance. On termine, on va rendre. Si le temps est encore jeune. C'est ça. Que dire. Alors, on te souhaite bonne chance. Un dernier mot. Demain, c'est le 8 mars. Bonne fête à toutes les mamans, à toutes les femmes, à toutes nos sœurs, à la femme algérienne en général. On leur souhaite tout le bonheur du monde. Tout le bonheur du monde. Sid Ahmed? Exactement, une bonne fête à ma mère et à toutes les femmes algériennes, Inch'Allah. Voilà. Moi, je voudrais juste dire joyeux anniversaire à ma femme, c'était le 4. Voilà, ça à ta cousine Nesrine, c'était le 5. Donc, 2 ans, donc le 8 mars et le 4. Voilà, joyeux anniversaire et encore une fois, bonne fête pour toutes les femmes, à toutes les mamans, ma maman, ma femme, mes filles et les voisines, on va dire, et les collègues et tout le monde. Et à lundi prochain.